Donc, nous avons la grande chance d'accueillir maintenant Lionel Rebout, qui a un parcours tout à fait singulier. J'ai eu la chance d'échanger quelques minutes avec lui avant le colloque et j'en ai été assez étonnée, j'avoue. Donc, Lionel Rebout a soutenu une thèse en philosophie en 2009, thèse intitulée Processus de visibilisation et mode d'apparaître en milieu carcéral. C'est quelqu'un qui a connu la prison de l'intérieur et par la suite, il est devenu chercheur indépendant. Il publie essentiellement aux éditions Faner, avec en 2020 un livre sur la détention arbitraire et en 2019, pardon, Peine perdue, cahier de prison. Donc, je vous laisse la parole pour une conférence pour laquelle je vous remercie déjà. Merci. Je ne vous cacherai pas que je suis très ému d'être là aujourd'hui pour plusieurs raisons. C'est ce que j'appellerais une comparution heureuse, celle-ci. J'avais, dans mon doctorat, vous le mentionnez, fait un chapitre sur qu'est-ce que ça veut dire comparaître, et notamment dans un tribunal. Effectivement, je pourrais contretyper le titre de mon intervention aujourd'hui, Parole contrainte et ces espaces d'émergence, en disant « je prends la parole ». Prendre, pas au sens malveillant, mais j'avais envie de dire je et parole. C'est ce qui fait que j'ai pris quelques notes, mais j'ai presque rien écrit de façon définitive pour que ça soit le plus fluide possible et puis surtout échanger avec vous. J'attends ce moment avec impatience. Je suis donc effectivement objet et sujet aujourd'hui de deux façons. La première, effectivement, je suis docteur en philosophie et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des recherches diverses et variées. Et puis, de l'autre côté, je suis également ancien détenu avec un parcours très particulier, on pourra en reparler. Et je suis objet et sujet dans le sens où j'aimerais, ça sera, là je commence déjà peut-être à mordre sur ce que sera la conclusion, essayer de vous dire ou vous montrer par mon non pas incarcération, mais par mon incarnation, de dire que j'ai un matériel, je suis l'objet d'un matériel et j'en ai fait quelque chose sur 20 ans, 30 ans et même un peu plus. Je suis obsédé par l'idée de reprendre les mots, de les faire miens, de les tricoter, d'aller les chercher. Je suis obsédé d'étymologie, entre autres, des dictionnaires. Si tout va bien cette année, je vais sortir un dictionnaire qui ne servira à rien, mais au moins je me serais fait plaisir. Et voilà, donc c'est avec une certaine émotion que je suis à Montpellier aujourd'hui parce que je suis ancien étudiant à Montpellier, sauf que c'est la première fois que je mets les pieds ici. Donc, je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai eu la chance, en 1998, d'avoir un DEA en philosophie, en histoire de l'art et archéologie. Et j'ai été incarcéré en 2003, en août 2003, et je savais que j'allais rester derrière les barreaux au moins une année, peut-être un peu plus. Donc, je me dis plutôt que de rien faire, je vais essayer de refaire un diplôme. Et en cherchant, j'ai tombé bien, mois d'août, c'est important, il faut choisir les moments où on va en prison, ça peut être important quelquefois. Et le RLE, comme on dit, le responsable local d'éducation, d'enseignement sur place, me dit, tiens, il y a peut-être un truc sur Montpellier, ça s'appelle Métis, un certain monsieur Labussière qui s'occupe de ça. J'étais plutôt parti pour faire la sociologie, mais la philosophie me convenait très très bien et grâce à ça, j'ai donc pu être un transfuge, je suis en quelque sorte un transfuge. Et s'il n'y avait pas eu ce Montpellier, s'il n'y avait pas eu ce monsieur, s'il n'y avait pas eu ce diplôme, puisque j'ai réussi à l'obtenir derrière les barreaux, eh bien, j'aurais pas fait ce doctorat et je ne serais certainement pas là aujourd'hui devant vous. Et donc, vous voyez, il y a déjà un début de parcours. J'essaye de vous le dessiner. Donc, Montpellier a été à la fois un nœud, un carrefour pour moi. Donc, ce n'est pas rien d'être ici. Et donc, vous commencez un peu à comprendre dans ce que je dis, c'est que lorsqu'on est chercheur ou même détenu, il y a toujours cet enjeu de chercher ce jeu, de chercher les mots et de réussir à produire une pensée, une réflexivité qui, au bout du bout, nous sommes en 2025, ben, conduit à faire un ouvrage tel que celui-ci. Comment construire une subjectivité carcérale? Et le sous-titre est très important, c'est un chercheur en prison. Quelque part, je suis dans ce livre et c'est la troisième fois que je remets le métier à tisser et que je reprends ce travail et que on prolonge tout ça. Donc, subjectivité, mais une subjectivité, elle passe par le jeu, elle passe par l'écriture, elle passe par un dialogue. Je parle, mais j'aimerais vous entendre, j'aimerais aussi échanger avec vous et tout ça est important. Je mets une petite mise en garde par rapport
parce que ça, c'est l'artisan philosophe que je suis, si j'ose me présenter comme ça, c'est que faisons attention au mot prison, faisons attention au mot parole. On va l'utiliser, vous allez l'utiliser 2000 fois aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une prison? Qu'est-ce que la parole? Vous avez 2 heures, j'attends vos copies. Je ne suis pas sûr qu'on ait la même définition et je ne suis pas certain qu'on aille tous dans le même sens. Donc, il peut y avoir des ambiguïtés. Je vais essayer de mettre le doigt sur la parole, la chose parlée. Mais il faudra aussi penser à ces langages non-verbaux, à ces non-paroles, ces silences qui disent aussi des choses, hein. Pensez à ça, c'était juste une précaution un petit peu conceptuelle que j'avais envie de pointer. L'autre élément, on comprend très très vite en disant contrainte, parole, prison, qu'il y a une opposition immédiate. Il y a comme une espèce d'oxymore ou d'antinomie. On comprend très vite que la prison serait un obstacle à la parole. C'est un petit peu ce qui est sous-entendu. Alors effectivement, on aurait tendance à opposer la prison avec une forme de liberté d'expression. Et si on creuse un petit peu, on comprend très vite que la prison vient en contradiction, vient contrarier, j'ai envie de dire l'ouvert, je pense à Gamben en disant cela, et même prenons le mot comme il est, comme il vient, l'ouvert naturel que chacun a, dont il dispose, dont il jouit plus ou moins bien, soit parce qu'il est en capacité de se fabriquer, s'auto-fabriquer, ou soit parce qu'il a reçu une éducation, qu'il a un surmoi formidable. Et voilà, donc la prison aurait tendance, en tant que système fermé, est vouée à enfermer, voire à restreindre, refermer l'ouvert naturel chez l'individu. C'est l'idée qu'on retrouve, on va la redévelopper un petit peu plus loin dans mon propos. Là, aujourd'hui, ce matin, j'aimerais vous, puisque le thème, ça reste la parole, j'aimerais vous faire un petit voyage rapide, parce que le temps manque, bien sûr, au pays de la parole. Alors, depuis le passage à l'acte, jusqu'à la mise sous écrou et ce qui marque le début de l'enfermement. Moi, souvent, j'ai beaucoup écrit sur l'enfermement. J'ai cherché à décrire, à écrire. Oh, je ne suis pas le premier, je ne pense pas avoir fait le tour non plus, mais certains écrivent très, très bien ce qu'est l'enfermement. Donc, écoutons-les. Alors, depuis le passage à l'acte, hein, je dis jusqu'à la mise sous écrou. Et d'ailleurs, je vais faire une petite digression, mais pas tant que ça, on est dans le sujet. On parle de contraintes, mais moi j'aurais envie de dire, en tant que docteur en philosophie, il n'y aurait-il pas une pré-contrainte plutôt qu'une contrainte? Il faudrait peut-être aller chercher la pré-contrainte plutôt que de la contrainte qui est peut-être plus évidente. On se dit en prison, contrainte, oui, ça coule de source, c'est évident. Mais moi, j'irais aller chercher un peu plus loin. J'aurais tendance à aller chercher la pré-contrainte et elle est déjà dans le langage, elle est déjà dans la société, elle est déjà dans les cadres dans lesquels on évolue au quotidien. C'est des ressources diverses et variées, ça peut être la mémoire, ça peut être son milieu social, ça peut être tout ce qui fait l'humain dans ce qu'il a de mieux. Donc, passage à l'acte, on va commencer par le passage à l'acte. Et je fais référence ici, je pense à Stigler avec son fameux livre de 2003. Mais je pense aussi à un autre livre d'un socio-anthropologue que j'ai connu, qui a eu 80 ans le mois dernier, qui s'appelle Jean-Michel Bessette, dont on ne parle pas trop ou plus. J'avoue que je ne connais pas trop son actualité. J'avais lu là, très très longtemps son livre qui était Sociologie du crime, donc en 1982. Lui, il partait de l'idée, il avait pris des stats des années 70, hein, parce que son livre date de 82, et il avait tenté de montrer par les statistiques qu'en prison, il y avait davantage d'ouvriers que de professeurs. Voilà, je schématise un peu rapidement les choses, mais vous allez voir où je veux en venir. Je vais un peu stigmatiser peut-être le propos, mais le simplifier. Mais il avait tendance à dire qu'il y avait d'un côté des gens de la parole qui étaient doués de parole, en capacité de parler, donc des professeurs entre autres, mais tous ces métiers en général plutôt. Donc il avait une approche un peu CSP+, etc. Puis les autres, des ouvriers qui étaient, donc lui parle des gens plutôt des manuels, des gens de la main, qu'il a tendance à les opposer. Et on imagine bien qu'à un moment donné,
dans le déroulé du quotidien, si crise il y a, on peut imaginer qu'un homme qui n'a plus les mots, les arguments pour dire les choses ou défendre sa position, passe à l'acte avec les mains, et donc en général les mains sont rarement nues. Et j'ai un exemple très très précis d'un Albanais qui avait tué sa femme à coups de couteau. À l'époque, c'était dans les années 2003-2004. Et donc, à un moment donné, j'imagine très bien la situation. Il est à bout, il n'a plus les mots pour dire, et la seule façon qu'il a de parler, de continuer à tenter de parler, c'est de passer par la main, et cette main, elle est armée, et il se passe ce qui se passe. Donc, cette parole, elle est quand même assise dans un organe, elle est articulée dans quelque chose. Nous sommes à l'université, donc lieu de la parole et de l'enseignement, donc on a tendance à penser que c'est par la bouche, mais ce n'est pas toujours le cas. Le corps parle, il y a donc un langage corporel auquel il faut être très très attentif. Il y a de nombreux détenus, si vous les écoutez, en tout cas l'enfermement implique souvent d'une somatisation très forte, et c'est la peau qui réagit, c'est le système digestif qui réagit. Et donc le reste des organes continue à parler, mais autrement, en tout cas à souffrir, à montrer qu'ils souffrent. Donc, cette distinction est intéressante, et il faut la garder un petit peu à l'esprit, je crois, de temps à autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut la graver dans le marbre et ne pas la dépasser, mais ça met en route quelque chose qui va nourrir ma conclusion, je l'espère. Ensuite, donc, passage à l'acte. Donc, vous imaginez que ben, il y a, de façon très large, pour prendre la chose comme ça, il y a un traitement judiciaire qui arrive, donc la garde à vue, etc., jusqu'à en général la mise sous écrou, et puis donc le passage au tribunal. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Il y a une espèce d'ambivalence de l'institution judiciaire à vouloir chercher des aveux, donc à chercher la parole, à presser l'individu pour qu'il avoue, même si aujourd'hui, avec l'ADN et tout ce qui s'ensuit, on en a besoin de moins en moins. Ça se fait quasiment sans mot dire. Et puis, donc, on a une espèce d'ambiguïté où on a le droit de garder le silence. Vous connaissez la formule. Et puis, en même temps, on cherche les aveux. Et en même temps, on peut se taire, mais en même temps, ça serait bien qu'il s'explique, hein, c'est ce qu'on souhaite. Et je ferai un distinguo entre ce qui se passe au tribunal du correctionnel et les tribunaux d'assises. Tribunal correctionnel, ça passe très, très vite. Quelques minutes. C'est rare qu'un dossier prenne 2 heures. Ça peut, j'ai déjà vu, mais c'est rare. En général, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Ça peut se faire à 2 heures du matin. Je parle en connaissance de cause, ça peut se faire dans une espèce de cagibi immonde. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc la parole, là, vous imaginez qu'elle est dégradante, elle est inintéressante, elle est limitée à un registre très particulier. Et effectivement, le droit s'applique, et on parle de droit, on ne parle pas d'autre chose. On ne va pas parler de recettes culinaires, gastronomiques, on ne va pas parler du dernier film sympa à aller voir au cinéma. C'est bien, voilà, il y a un sujet, il faut le traiter. Et il a dit grosse différence avec le tribunal des assises, aux assises, c'est que la parole, on prend plus de temps pour parler en général. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dit est juste ou va dans le bon sens ou aide à réparer la victime aussi, parce que c'est une tendance de ces dernières années. Et aux assises, on a tendance, si vous ne le savez pas, à revivre ou à recréer le crime d'une certaine façon, à le rejouer pour voir les dynamiques et savoir où est la responsabilité des uns et des autres, et donc aboutir à une condamnation. Donc il y a cette ambivalence entre silence, aveu, il faut parler mais pas parler, et en même temps on comprend très vite que à la seconde où la personne passe à l'acte et rentre dans, j'ai envie de dire, dans le tunnel judiciaire, il est dépossédé, il est mis sous tutelle, c'est un autre que lui qui va parler pour lui. C'est l'avocat, ça va être un expert. Il n'est plus directement habilité à parler, en tout cas de façon savante, de lui-même. Quelques acquiescements, des grognements aussi, ça peut servir. Voilà. Et en échange, ben, c'est une affaire qui se fait même hors de vous. Et techniquement, ils n'ont même pas besoin de vous. Ils ont juste besoin d'une carte d'identité pour savoir que vous existez. Et puis, on peut accrocher à la personne toutes les procédures que l'on veut, juste ou pas juste. C'est pas la question. Voilà, donc c'est pour vous brosser rapidement, hein, je vous dis, c'est un voyage, c'est rapide, on pourrait y passer des heures à décortiquer tout ça.
et vient le moment de l'incarcération, de la détention. Et c'est là que ça devient intéressant. Je ne sais pas si, encore une fois, à votre avis, de quoi parlent les détenus? Ben, trois quarts du temps, ils parlent de prison. Ben, plus de 90%, ils parlent de prison. Et quand un détenu en croise un autre, le comment ça va, c'est comment ça va en prison. C'est pas comment ça va en général. C'est toujours lié. Le milieu étant si prégnant, et il surplombe tout et il cadre la parole. Il écrase également le personnel de l'administration pénitentiaire. Il écrase tellement les acteurs, les passagers clandestins, si j'ose les appeler comme ça, les kidams qui passent par là, que tout est cadré, réglé en direction de cette institution et toujours tout est renvoyé à la prison, au milieu carcéral, à comment vit l'autre, est-ce qu'il souffre, est-ce qu'il souffre pas, est-ce qu'il souffre un peu moins aujourd'hui, est-ce que c'est mieux que hier, toujours les mêmes questions, c'est pourquoi tu es là, il te reste combien de temps, etc. Donc tout tourne autour de ça à plus de 90%. Je donne un chiffre comme ça, c'est pour vous donner une idée, mais en fait, la grande, très grande majorité, c'est rare que on va parler tricot en prison. Très, très rare. Donc, il est rare d'avoir, donc vous avez bien compris, une petite tangente ou une petite ligne de fuite là où on va, je ne sais pas, parler mécanique pour les garçons ou je ne sais pas, ou même d'histoire. Parfois, le détenu se raconte, explique un petit peu son parcours ou un pays dans lequel il était. Il a 10 ans parce qu'il était militaire, etc. Il peut y avoir des éléments biographiques qui ressortent, mais trois quarts du temps, c'est toujours prison, prison, prison. Et donc, c'est là que c'est intéressant. La parole n'est pas liée qu'à cela. Il y a différents espaces, hein, on en parlait, espace, lieu, temps aussi, il y a une temporalité de la parole. J'avais tenté d'écrire quelques lignes, mais c'est assez difficile. Je ne suis pas sociologue et il m'aurait fallu du temps. Et puis, j'avoue que, parce que j'étais incarcéré deux fois, on va en reparler peut-être. La deuxième fois, je n'avais pas envie forcément de me mêler aux détenus. J'étais très, très lointain détaché. Et puis, en tout cas, je n'avais aucune envie de m'acoquiner avec l'administration pénitentiaire. Mais j'ai observé, et vous l'avez certainement observé vous, il y a cette parole qui dit rien mais qui dit tout, c'est le chambrage. J'avais écrit des pages sur le chambrage. Beaucoup de détenus aiment chambrer celui qui est en face, le taquiner sur toutes sortes de sujets. Ça peut être sur le foot ou la façon dont il est habillé, une façon de le tester, une façon de dire bah, je m'ennuie pour rester poli là où je suis et est-ce que toi tu peux me distraire 2 minutes donc je te chambre. Surtout, tout est sujet à chambrage. Donc il y a une micro-sociologie qui se fait là, qui est très intéressante. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas creusé plus que ça, mais c'est un type de parole qu'on peut observer. Et puis, et c'est là que vos journées sont très, très importantes. Il y a aussi une parole qui est organisée, cadrée par l'administration pénitentiaire, judiciaire de façon générale, qui peut être une parole thérapeutique, puisqu'on oblige un certain nombre d'individus à suivre des soins. Il y a aussi donc une parole qui est organisée, fabriquée pour ça. Donc les ateliers, c'est une forme d'organisation de la parole, de libération de la parole. Revenons 2 secondes en arrière. Imaginez un tribunal où on ne se parle pas. C'est difficile de rendre justice, hein. Imaginez une université, on est là, on reste 2 heures, j'essaie de vous apprendre quelque chose, je suis professeur, je ne parle pas, c'est compliqué. Alors, pour l'anecdote, Jean-Michel Bessette à Besançon, il s'amusait, il débutait les cours, il posait un crâne humain là, sur la table et il était assez cash et voilà, il marquait très très fort ses étudiants. Bon, mais on peut s'amuser à faire ça, puis faire du langage aussi. Le théâtre en est une, le placement, le déplacement et le placement sont une forme de langage. Et donc, imaginez la prison, on ne peut pas, donc c'est là que je vais commencer un petit peu à creuser aussi. Euh, à la seconde où vous êtes détenu, vous perdez des droits. Le problème n'est pas de savoir si c'est normal ou pas normal, vous perdez des droits. Droit à créer une association, c'est quoi? Voilà, si vous voulez être porte-parole de qui, de quoi, c'est compliqué. Si vous voulez créer donc une association, une entreprise, etc., un club, si c'est organisé par l'administration, oui. Si c'est organisé par des personnes qui sont agréées par l'administration, oui. De façon naturelle, à part jouer à la belote à deux ou à trois, on peut guère faire plus.
Donc, et à l'inverse, on ne peut pas accepter aussi un détenu vociférant. Vous voyez, donc on est sur des registres et des temps différents. C'est pas linéaire. Il y a alors des espaces, peut-être, oui. La nuit aussi, on pourrait aussi découper la parole le jour et la parole la nuit. Il y a un texte, ben, je l'ai écrit, donc je vais vous dire qu'il est intéressant, mais où je parle de ce qui se passe à travers la fenêtre. En 2007, j'ai écrit un texte sur le seuil de la porte. Je dis ce qui se passe sur le seuil de la porte. Il y a des échanges à ce moment-là. La porte, elle s'ouvre. Et en 2014, à l'hiver 2014-2015, je me tourne, je tourne le dos à la porte et je commence à regarder par la fenêtre et je me dis qu'est-ce qui se passe? Et j'essaie de comprendre cet objet de menuiserie, parce que j'aime la menuiserie beaucoup. Et j'essaie de comparer ce qui se passe de l'un et de l'autre. Et la fenêtre est aussi un espace c'est une chaire, un prétoire, il se passe plein de choses aussi à travers les fenêtres. Et j'étais incarcéré en 2015, et en 2015, j'étais là derrière les barreaux quand il y a eu Charlie, et j'étais là aussi le vendredi 13 novembre 2015, et le samedi matin, un connard, excusez-moi, ça me fait du bien, qui a crié à la Wagbar vers 9h, 9h15 au centre de détention du Zerche. J'étais là-bas. Donc. Et vous voyez, on est bon, après, c'était juste un peu de provocation. Il n'y avait pas de. Oui, il y avait aussi ce genre de paroles. Alors, c'était plus de la provocation qu'autre chose. Et c'est des paroles qui circulent, qui ont besoin d'être des fois décantées. Ma première incarcération, j'ai pratiquement rien écrit sur la détention. Je pense que j'en étais incapable. J'avais quel âge à l'époque? J'avais 30, 32 ans. Et puis, donc, entre-temps, pardon de dire je, mais et donc, je sors de là en détention arbitraire. C'est même le juge qui me dit que voilà, bon, bref, je gagne ma procédure après. Et 10 ans passent, je retombe en prison, sauf que je suis docteur en philosophie entre les deux. Et c'est là que bah, j'ai envie de dire, j'ai déjà vu le film, donc j'ai rien à apprendre et j'ai remis beaucoup mon travail en question. Et c'est là que j'ai commencé à écrire, à noter tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais. Puis j'avais une pensée qui fusait et qui galopait, d'où le livre Peine perdue qui sort de là. Et j'avais une intention, oui. Donc c'est une parole qui a été structurée, qui a progressivement, c'est là où en dépit de ce qui m'est arrivé, qui peut être vu comme négatif, moralement, peu importe, mais c'est là où je suis quand même assez fier de ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire, et je crois être dans le cadre de ces journées, de prendre ce que j'étais, de chercher une parole, de la construire, de construire une pensée et d'en faire quelque chose. Il y a ceux qui se morfondent et puis il y a ceux qui décident de faire quelque chose de leur vie. Moi, j'avais comme slogan, comme credo en détention, une journée de passé où j'ai rien fait, c'était une journée de perdu. Qu'est-ce que vous avez fait durant l'année 2015? Moi, je sais où j'étais, mais est-ce que vous avez construit quelque chose de positif durant l'année 2015? Pensez-y, des fois, ça permet de prendre un peu de recul. Il y a aussi une dimension intéressante. Je vais mentionner un livre qui m'avait marqué. C'est le titre exact, je ne l'ai plus, mais c'est Ion, Peroni. C'est un livre collectif où dans ce livre, on montre bien le rapport, c'est ça aussi le sujet aujourd'hui, le rapport entre une institution qui est censée être impersonnelle, peut-être supérieure, hautaine, vis-à-vis d'un individu qui va exposer son intimité, dont il faut faire quelque chose. Il a une histoire, il faut en faire quelque chose. Et là, on retrouve de nombreux exemples dans ce livre où l'administration gère, par exemple, des populations. Bah, à l'époque, c'était le RMI, et on voit la dichotomie et la difficulté à faire dialoguer deux parties qui n'ont rien à voir entre elles, pardon, et qui ont des difficultés de dialoguer. Il y a des hiatus énormes entre une personne qui est payée, c'est son lieu de travail pour faire un job, et quelqu'un qui est là et qui reste à demeure pour un certain temps.
Et moi, j'aimerais encore insister sur. Donc, pour l'anecdote, j'avais participé à des ateliers aussi d'écriture, parce qu'il en sera question, je crois. Effectivement, je parlais de paroles cadrées, organisées, à juste titre. Il y a des moments aussi de l'aumônerie également qui sont importants, qui permet un petit peu d'avoir des sas de décompression. Mais j'ai été très surpris par certains détenus qui semblaient ne pas disposer de faculté à parler, à trouver des formules, à tomber par terre qui, en une phrase, disaient tout de ce qu'ils vivaient et du rapport qu'ils avaient à la vie, à l'autorité judiciaire, etc., etc. Donc, il y a des personnes qui peuvent être brillantes et c'est là où je voudrais pointer, si vous voulez, et progressivement peut-être vous donner la parole dans quelques minutes, dire que on a tous en nous une capacité à créer du symbole. Nous sommes des êtres symboliques. La parole est une forme de symbole et de projection. D'ailleurs, le mot parler, le mot apparaître, qui a été mon grand thème de recherche, et de temps en temps, ça ressort dans mes écrits. Le mot phanère, hein, les éditions phanère, et tout ça ont la même origine étymologique. Donc, il y a quelque chose qui sort, qui surgit, un peu comme une plante, un peu comme un rayon de lumière. Et donc, il ne faut pas croire que tout est éteint, il ne faut pas croire qu'on est tension, mais vous allez produire, je pense, plein d'exemples qui le démontrent. Il y a des figures, des jaillissements. J'avais utilisé cette métaphore, en quelque sorte, au moment de la soutenance de mon doctorat. J'avais conclu lors de ma présentation, j'avais parlé de plantes rudérales. Donc, les plantes rudérales, en général, elles poussent sur des terres fraîchement retournées, qui ne sont pas très intéressantes, en général des friches, et c'est un peu ça. En prison, on peut trouver des personnes qui ont des éclairs, je ne veux pas dire de génie, mais qui ont des formulations qui peuvent laisser pantois. Pantois qui est de la même origine étymologique que le mot phanère, phénomène, etc. Donc il y a quelque chose à chercher là. C'est vrai que la détention a tendance à écraser les détenus, j'ai envie de dire, à les rendre abrutis d'une certaine façon, mais dès qu'on donne l'occasion à quelqu'un de s'exprimer, je dis pas qu'on a un retour à la normale, c'est pas ça, mais on a de temps en temps des fulgurances qui font du bien et qui permettent de relativiser et qui permettent de bousculer, je l'espère, le chercheur ou celui qui passe par là, et d'interpeller, mais d'interpeller dans le bon sens du terme, cette fois-ci. Voilà, donc moi j'insisterai sur cette capacité de l'homme à créer du symbole. On est fait de matériaux divers et variés, j'en suis la preuve, qui permet après de se construire, de réactiver des choses, de reprendre son travail plusieurs fois, ses paroles, peut-être même d'oublier, euh, et puis d'arriver à quelque chose d'autre aussi. Il faut se vivifier. La prison, j'en parle puisque j'y suis passé. Je ne peux pas rester insensible. J'ai commencé ma carrière de chercheur en m'intéressant à l'ex-Yougoslavie. J'en ai fait à peu près pendant 10 ans. Là, j'ai un autre thème de recherche. C'est deux milieux hostiles, compliqués, avec des contraintes différentes. Mais il y a toujours une recherche de mise en mots, de mise en concept de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti. Et il y a dans ce livre quelque chose, et c'est la conclusion, et Lucie ne pouvait pas le savoir en m'invitant aujourd'hui. Je dis que les mots sont piégés, les mots sont à la fois ce qui enferme et ce qui libère, et le langage est piégé. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on parle de prison ou on parle d'autre chose? Est-ce qu'on est sûr de parler vraiment de prison? Je ne cherche pas à faire une pirouette de philosophe, mais il faut bien prendre conscience des mots qu'on utilise. Ils se réfèrent forcément à une histoire, ils sont indexés, ils sont rattachés à quelque chose. Il y a un agencement. N'oublions pas que le langage est un dispositif, que la prison est un dispositif également, et que tout ça collabore. Des fois s'oppose, mais souvent collabore, et on est fait de couches et d'entrelacs qui fait que on agit de façon des fois un peu illogique ou pas forcément lisible au premier abord. Et la parole permet des fois d'éclairer les choses, voire de les complexifier, puisque voilà.
J'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, j'ai des thèmes, des sous-thèmes sur lesquels je pourrais m'étendre, mais j'aime aussi l'échange. Et n'hésitez pas à me questionner, à préciser des choses, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.